Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 31 janvier. Donald Walker, le président du club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac, nous rappelle les règles de sécurité en motoneige. Caroline Lamarche, la coordonnatrice des Jeux des 50 ans et plus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe à propos de la situation actuelle au niveau de leurs activités. Joliane Desbois, qui est intervenante et animatrice du Petit Bonheur au Centre d'action bénévole Saint-Siméon, Port-Daniel, nous parle des services qui sont maintenus dans leur secteur et nous donne des informations à propos du service du Petit Bonheur. Danny O'Connor, le coordonnateur de la stratégie Vive en Gaspésie, nous parle du bilan migratoire interrégional positif pour une 4e année consécutive. Et nous vous présentons un petit vidéo explicatif sur le développement de vaccins. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, le gouvernement du Québec accorde 134 345 $ en soutien au virage numérique de 4 entreprises culturelles de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Le site historique du banc de Passepébiac pour son projet de production, diffusion et optimisation de capsules historiques, ainsi que diffusion communautaire Baie des Chaleurs pour son projet intitulé La Baie culturelle, figure dans le cadre de ce programme. La 33e campagne de sécurité en transport scolaire se déroulera du 1er au 12 février prochain sur tout le territoire du Centre de services scolaire René Lévesque. Intitulée M'as-tu vu?, cette campagne veut sensibiliser les élèves, leurs parents et les usagers de la route à l'importance de respecter les règles de sécurité à bord et autour des autobus scolaires. Pendant toute la durée de la campagne, le service du transport scolaire du Centre de services scolaire René Lévesque et le Comité de sécurité en transport scolaire Gaspésie-Sud diffuseront une dizaine de capsules vidéo sur les règles de sécurité en transport scolaire. Celles-ci ont été réalisées par les élèves, leurs enseignantes, leurs conductrices et conducteurs, ainsi que des membres du Comité de sécurité en transport scolaire. La première capsule vidéo sera diffusée dès le 1er février sur la page Facebook du Centre de services scolaire René Lévesque. La sécurité est toujours un sujet important. Nous avons rencontré pour vous Donald Walker, le président du club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac, afin qu'il nous rappelle les règles de sécurité en motoneige. Donald, on connaît un début de saison tardif un peu, dû au manque de neige, mais on a quand même des bonnes conditions de sentier, je crois. Oui, dans ce temps ici, on est quand même assez bon avec la neige qu'on a, malgré tout. Nos sentiers sont en très bonnes conditions. Il faut faire toujours attention dans le bois, le sous-bois, les swamps. Mais malgré tout, ça va assez bien. Puis cette année, on a quand même beaucoup de membres au club de motoneige. Combien? On est au-dessus de 300 membres, que c'est très bon. Si on prend en note qu'on est dans une situation complètement différente des années précédentes avec le COVID-19, ça l'aide pas, mais quand même, tout le monde est local cette année avec des nouveaux membres qu'on a. Ça a donné comme un genre de relève normale. Comme on a beaucoup de nouveaux adeptes, je pense que c'est important de faire un petit rappel sur la sécurité. Oui, pour les nouveaux, le plus important que je dis aux autres, c'est qu'il y a 2 côtés de piste, comme sur le 132, puis tu es supposé de rouler à droite. Rouler dans le milieu, à un moment donné, il peut arriver à rencontrer quelqu'un qui peut causer un accident, ça qu'on ne veut pas. Un accident, c'est une de trop. Puis aussi, le monde qui roule très lentement, j'ai rien contre le monde qui roule à 10 km, 15 km, mais de temps en temps, regardez dans le miroir, puis roule pas dans le milieu. Et s'il y a beaucoup de motoneige en arrière de toi, de tracer à côté. Comme j'ai dit avec le monde qui roule, garde la droite, c'est moins dangereux, puis tout le monde va apprécier cette belle neige qu'on a maintenant. Puis, autre nouvelle, le club de motoneige a fait l'acquisition d'une 2e surfaceuse cette année. Donc, une petite nouveauté pour les membres. On a acheté ça pour être capable de faire nos pistes que la surfaceuse en termes de sécurité et pas dans les pistes le matin jusqu'à midi. Puis qu'on peut donner un meilleur service aux motoneigistes pour avoir des belles pistes tout le temps. Donc, c'est ça. Plus d'heures de surfaçage, puis surfacer plus rapidement après une bordée de neige. Oui, puis si on a un bris mécanique, mais on a toujours une de spare qu'on ne manque pas de temps pour faire les pistes. Bon, comme la plupart des gens le savent, le relais du club est fermé cette année.
Oui, le relais est fermé. On a regardé des options pour ouvrir, mais avec les conditions de COVID, on a même regardé une possibilité pour réchauffement. C'est très dur quand il faut que tu regardes engager 2 personnes quasiment permanentes pour les conditions de la santé publique. Puis on a regardé nos budgets, puis c'était pas une possibilité cette année. Peut-être l'année prochaine, on va avoir un nouveau concessionnaire qui va ouvrir le restaurant, puis on va retourner en normal. On souhaite. C'est ça. Mais cette année, dans le secteur de Passepébiac, il y a toujours le centre plein air Lémoticole qui est ouvert là, comme relais là, si des fois les gens ont besoin de se réchauffer. Oui, bien, même eux autres sont restreints beaucoup avec les nombres de personnes à l'intérieur. Ça marche par pied carré. Ça peut être une limite de 4 ou 6 ou 8 personnes maximum. Puis nous autres, c'était une limite à nous autres aussi à cause de l'intérieur puis de la surface qu'on avait. Puis on a regardé des options, puis c'était pas évident. Cette année, c'est pas vraiment pas évident. Puis on est dans le rouge jusqu'au 8 février. On espère qu'on sort de la rouge. On ne sait pas. Mais ici, en Gaspésie, on est chanceux qu'on n'a pas beaucoup de cas. Puis on espère que ça reste comme ça. Comme vous le savez, tous les organismes sont présentement en situation particulière. Caroline Lamarche, la coordonnatrice des Jeux des 50 ans et plus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe à propos de la situation actuelle au niveau de leurs activités. Bien, bonjour Caroline. Bonjour André. Là, l'édition de 2021 des Jeux des 50 ans et plus est reportée à l'an prochain? Oui, effectivement, là, la Corporation des Jeux des 50 ans et plus, Gaspésie-les-Îles, a pris la décision mercredi dernier de reporter son événement qui était prévu là, initialement en juin 2021 à l'an prochain, donc en juin 2022. Ce sera toujours dans le secteur de l'Estran, là, tel que prévu. Ça amène-tu d'autres changements, le fait que c'est reporté à l'an prochain? On va faire là, une édition, si possible, là, le plus normalement possible là, en 2021. Puis la corporation va rester quand même active là, tout au long de l'année. Donc, on va rester là, en contact avec les gens par le biais de notre infolettre. Donc, on va reprendre là, l'infolettre, puis on invite là, les gens à s'y inscrire là, en allant sur le site internet www.urlsgym.com. Donc, en déroulant là, tout au bas de la page, là, il y a la section s'inscrire à notre infolettre. C'est quoi que les gens peuvent recevoir avec l'infolette? C'est quoi l'information qui est diffusée? En fait, on veut rester là en contact avec notre clientèle, là, comme on n'aura pas d'événement à offrir cette année. Donc, on va diffuser là, par notre infolette les activités qu'on organisera parce qu'on a 2 projets là, en cours pour la prochaine année. Puis, on va remettre là, de l'information aux gens également, puis une offre de formation et plein de choses qui s'en viennent. D'accord. Là, les gens ils peuvent s'inscrire déjà ils peuvent s'inscrire à vos activités extérieures. C'est quoi les activités extérieures au juste qui peuvent s'inscrire? Oui, en fait, ça, c'est notre projet Jouons dehors. Donc, ça va presque faire 1 an là, qu'on organise ce projet-là. Cet automne, on a réalisé là, des activités de randonnée à l'extérieur. On a eu un beau succès là, dans nos activités. Puis, on est de retour là, cet hiver avec une proposition d'activités de raquettes. Donc, c'est des activités gratuites pour les personnes de 50 ans et plus, donc pour venir bouger, venir découvrir là, des nouveaux lieux de plein air. On veut les faire socialiser également. On en a besoin là, ces temps-ci. Donc, le tout là, est supervisé par un professionnel qualifié. On a une petite nouveauté là, avec le soutien financier de la MRC de Bonaventure. Donc, on a 2 municipalités supplémentaires là, qui s'ajoutent aux municipalités desservies par nos activités. Donc, on est à 7 municipalités où on va pouvoir offrir nos activités de raquettes cet hiver. Donc, on parle de Carleton, de New Richmond, de Bonaventure, Passepébiac, Grande-Rivière, Cap-aux-Eaux et Mont-Louis. Donc, pour toutes ces municipalités-là, on va être en mesure d'offrir 8 semaines d'activités de raquettes, 1 heure par semaine. Puis, on souhaite là, commencer dès que possible. Là, donc, c'est sûr qu'on devra attendre là, les nouvelles directives qui vont suivre après le 8 février.
D'accord. Là, les inscriptions ils étaient déjà débutées. Il reste beaucoup de places ou les places sont limitées quand même? Les places vont être limitées, là. J'attends quand même les directives parce que c'est possible là, que le gouvernement du Québec mette une limite. Mais déjà, là, la Corporation des Jeux, on a mis une limite à 12 participants là, par groupe. Donc, oui, là, effectivement, les gens sont invités déjà à s'inscrire pour qu'on puisse commencer là, le plus rapidement possible, dès qu'on aura la possibilité de le faire. Donc, j'invite tous ceux qui sont intéressés là, à communiquer avec moi, soit par téléphone dans le 581-886-1416 ou par courriel à jeux50@globetrotter.net. Puis là, en plus, vous avez un nouveau projet. C'est un projet Bouge en virtuel. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi? Oui, c'est vraiment tout nouveau là, pour la prochaine année. Donc, c'est un projet où on vise à réaliser des activités physiques et de loisirs culturels. Donc, le volet là, loisirs culturels s'ajoute à notre offre d'activités par la collaboration de l'URLS Gym. Donc, toutes les activités vont être proposées en virtuel, adaptées aux aînés, puis vont être animées là, en direct par un professionnel qualifié. Donc, on sait là, que la pandémie a grandement affecté là, les activités qui sont proposées aux aînés. Donc, on voulait vraiment apporter une offre d'activités réinventées qui va leur permettre de bouger, de socialiser, de se divertir, donc de rester en contact là, également avec leurs amis, leurs proches. Mais en restant là, à la maison, donc pour respecter là, les mesures sanitaires. Donc, le premier volet, on veut vraiment offrir de la formation informatique pour éviter là, justement que le côté virtuel soit un frein à la participation. Ensuite de ça, on va réaliser des activités le plus diversifiées possible là, pour aller rejoindre une plus grande quantité de personnes possible. On va être en mesure d'offrir semaine, donc une qui va débuter là, à compter du mois de mars et l'autre qui débutera là, en septembre, qui va nous mener jusqu'en décembre là, pour la réalisation de nos activités. Puis, au mois de décembre, là, ce qu'on vise à faire, c'est parmi les activités qui auront été les plus appréciées, on va vouloir en faire des capsules enregistrées qu'on va pouvoir mettre sur notre site Internet et puis les gens qui ont participé au projet ou toute autre personne là, qui va vouloir les consulter pourra le faire là, pour rester actif. D'accord. En terminant, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens? Bien, comme mot de la fin, là, j'aimerais inviter toutes les personnes de 50 ans et plus et les plus jeunes également qui pourraient faire le message à leurs parents, de s'inscrire là, à notre infolette, de consulter également notre page Facebook, notre site Internet pour rester informés de notre proposition d'activité, puis surtout pour rien manquer. Afin de vous mettre au courant des services qui sont maintenus au Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, Joliane Desbois, qui est intervenante et animatrice du Petit Bonheur, nous parle des services qui sont maintenus dans leur secteur et nous donne des informations à propos du service du Petit Bonheur. Bonjour Joliane. Bonjour, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi les services qui sont maintenus ici au Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel? Oui, de façon générale, dans les services du Centre d'action bénévole, qu'est-ce qui est maintenu? Il y a la popote roulante, les petits plats givrés sont maintenus, les accompagnements de transport, le service père. Il y a aussi les services commandés qui ont été développés en lien avec la COVID, entre autres les appels de bienveillance. On fait toujours le recrutement des bénévoles. Je vous dirais, il y a la majorité des services qui sont maintenus, mais qui ont été adaptés en fonction de la situation avec les mesures sanitaires et tout ça. Ouais. OK. Parce que là, ici, vous continuez à travailler ici, mais c'est pas ouvert au public, là. Non, exactement. Dans le fond, on demande à la population s'ils veulent recevoir un service ou une information, d'appeler avant de se présenter. Ou s'il y a une demande à faire, par exemple, si on parle au Petit Bonheur, un dépannage vêtements ou quoi que ce soit, d'appeler avant de se présenter, que ce soit pour des plats givrés ou n'importe quoi. Pour que, justement, on peut vous offrir le service, mais par exemple, la personne se présente et on lui laisse à l'extérieur pour qu'elle puisse venir le récupérer. D'accord. C'est comme toi qui es responsable du service du Petit Bonheur. Oui. Pouvez-vous nous rappeler c'est quoi au juste le service? Oui. Dans le fond, le service du Petit Bonheur, c'est un service qui s'adresse aux parents avec des jeunes enfants entre 0 et 6 ans sur le territoire de Saint-Siméon à Port-Daniel. On a 5 gros volets, si on pourrait décrire ça comme ça. Là, je vais décrire les services, mais de la façon qu'on les a adaptés à la COVID.
Dans le fond, on a premièrement les appels, conseils, soutien, accompagnement. Si vous avez des questions, peu importe concernant la parentalité ou s'il y a des services qui se donnent dans la région, on va vous répondre et vous accompagner au meilleur de nos connaissances. Ensuite, on a les services de dépannage, c'est-à-dire on donne des vêtements, dans le fond, aux familles qui en ont besoin, des souliers, des jouets. Entre autres, ce temps-ci, avec les achats non essentiels qui ne sont pas permis, c'est ça. Si jamais vous avez un enfant à la maison qui aurait besoin d'une veste ou d'une paire de mitaines, dans la mesure du possible, avec qu'est-ce qu'on a, on peut vous dépanner. Aussi, on a les dépannages nourriture, couches, dans le fond, les produits à bébé et pour enfants. Ça, encore une fois, on demande d'appeler avant de se présenter, dans le fond, pour que moi, je puisse les préparer et aller vous les porter à l'extérieur. On a aussi le service d'accompagnement qui est la même chose pour l'accompagnement avec les aînés ou pour les rendez-vous médicaux qui sont maintenus avec les mesures de sanitaires, bien évidemment. On a aussi le service de répit qui est maintenu, mais encore là, c'est avec toutes les mesures de protection sont prises. Là. Les bénévoles sont toujours à domicile, mais le masque, la visière est obligatoire à cause de la COVID. Fait que, au moins jusqu'au 8 février, on demanderait à la population d'appeler avant de se présenter, car présentement, nos locaux sont fermés, mais tous nos services sont offerts, c'est ça, mais de façon adaptée à la pandémie, pour la protection de tous. Yeah. Là, vous donnez des choses, mais il y a des choses que vous prêtez aussi. Hein? Oui, également, on fait de la location de prêts d'équipement au petit bonheur pour les bébés et les enfants. Mon Dieu, c'est une gamme assez large. Par exemple, on prête des sièges d'auto, des prêts ou des locations, les couchettes des parcs. Dans le fond, si vous avez des questions, vous voulez emprunter tel équipement, vous pouvez appeler et savoir si on l'a sur place. C'est assez varié, je vous dirais. Vous demandez-tu un dépôt pour les prêts? Bien, dans le fond, de la manière que c'est organisé, ça fait plusieurs années, ça dépend des contextes. Là. C'est sûr, si une famille vit une situation vraiment particulière, on peut faire un prêt gratuit dans certaines situations particulières. Mais sinon, on demande, dans le fond, un petit dépôt. Par exemple, si je prends les sièges d'auto, qui sont les locations les plus coûteuses, si je peux dire, mais il faut penser qu'un siège d'auto, ça vaut peut-être, il y en a à 120, il y en a à 300 $ à l'achat. Donc, nous, comment dire, on achète nous-mêmes les sièges d'auto ou des fois, c'est des dons de certains organismes ou des choses comme ça. Mais il faut les renouveler. On en achète avec le fonds de dépannage du Petit Bonheur. Donc, les locations pour les équipements servent à comme renouveler, si on veut, notre gamme d'équipements pour garder ça à jour et sécuritaire pour les enfants. Fait que, maintenant, pour le siège d'auto, on demande 20 $ pour une location d'1 an, plus un dépôt de 10 $ qui vous y retournez si l'équipement nous revient en ordre. D'accord. Parce que les sièges d'auto, en plus, il y a une date d'expiration. Bien, exactement pourquoi la location sert à comme renouveler et remettre, si on veut, à jour notre banque d'équipement. Comme par exemple, en 2016, je pense aux couchettes, on n'avait plus le droit de louer des couchettes que les barreaux se descendaient. Okay. C'était une norme qui a été annoncée par Santé Canada en décembre 2016. Donc, nous, on a dû racheter plusieurs couchettes. Bien évidemment, ça a un certain coût. C'est sûr, on prend toujours, on récupère les vêtements, on récupère les jouets qui sont dans un bon état, bien évidemment. Et même si vous avez des équipements, des fois, qui ne vous servent plus, nous, on les nettoie, on les désinfecte pour les repasser à des familles quand c'est des dons de la communauté. Les gens qui ont besoin d'informations supplémentaires, qui sont intéressés à bénéficier de vos services, ils vous rejoignent comment? Ça peut être par le numéro de téléphone du Centre d'action bénévole ou encore, il y a notre site Internet qui peut vous informer sur les services généraux ou vous pouvez encore communiquer avec nous ou aller voir qu'est-ce qu'on pose sur notre page Facebook qu'on tient à jour assez régulièrement. Bonne nouvelle pour la région. Le bilan migratoire interrégional est positif pour une 4e année consécutive. Danick O'Connor, le coordonnateur de la stratégie Vive en Gaspésie, nous en parle. La stratégie Vive en Gaspésie existe depuis 2013. L'objectif, c'est vraiment de contribuer à l'essor démographique, faire en sorte que la région ait de plus en plus de gens qui viennent s'établir. Il y a plusieurs partenaires là, qui gravitent autour de la stratégie Vive en Gaspésie. Puis on a 3 axes principaux. On travaille à la valorisation de la région, donc faire en sorte que les gens soient fiers de vivre en Gaspésie, faire en sorte que les jeunes sachent c'est quoi tout le potentiel de la région pour pouvoir venir y vivre plus tard, puis aussi faire en sorte que les jeunes qui quittent pour leurs études reviennent par la suite, parce que ça, c'est un enjeu important.
Il y a environ 30% des jeunes qui quittent pour des études puis qui reviennent dans la région par la suite. C'est pas assez. Nous, ce qu'on veut faire en sorte, c'est vraiment on a mis en place des actions pour faire en sorte qu'il y ait davantage de jeunes qui reviennent s'établir dans la région par la suite. L'autre élément qui est beaucoup plus connu des gens, c'est au niveau de l'attraction. Donc, on mène plein d'actions pour faire en sorte d'attirer des gens ici. Donc, des campagnes promotionnelles qu'on peut voir là, sur les médias nationaux, là. Sinon, les médias sociaux. On a un agent de recrutement qui travaille à temps plein, qui fait tous les salons qui existent au Québec pour vraiment attirer des gens à venir à travailler ici. Puis, on a plusieurs incitatifs financiers là, qui sont mis en place pour justement attirer des gens à venir ici. Entre autres, un programme de stage là, où on donne des allocations à des stagiaires, à des étudiants à l'extérieur pour qu'ils viennent faire des stages par année. C'est très populaire. Il y a une centaine de jeunes par année, des étudiants qui viennent faire leur stage. Puis par la suite, il y en a un bon nombre qui restent qui travaillent ici. Et finalement, attirer des gens, c'est une chose, mais il faut faire en sorte qu'ils soient bien intégrés puis de faire en sorte qu'ils restent par la suite. Donc, on a des actions mises en place, dont les comités d'accueil des nouveaux arrivants à ce niveau-là, là, qui nous permettent d'aider les nouveaux arrivants à bien s'intégrer. Tout ça mis ensemble, ça fait la stratégie Vivant Gaspésie. Je vous disais tantôt que cette mouture-là existe depuis 2013, mais il faut savoir qu'il existe une stratégie régionale depuis 2004. La stratégie Vivant Gaspésie fait suite à Cap sur l'avenir par le passé, là, entre 2004 et 2012. Donc, on est à l'étape, présentement, on est à la 4e version à peu près là, d'une stratégie régionale. On a eu le temps d'essayer beaucoup de choses, puis présentement, les actions qu'on mène, c'est pas mal ce qu'on a réussi à développer de meilleur au fil des années là, pour la région, à ce titre-là. Et puis en 2017, il y a les élus de la Gaspésie qui sont venus apporter un nouveau souffle. Oui, absolument. Donc, les élus maintenant sont très impliqués. La démographie, c'est devenu l'enjeu numéro 1 là, pour la région. Puis, cet appui-là qu'on sent vraiment beaucoup là, encore davantage depuis 2017, des élus via là, le phare, entre autres, là, qui permettent de mettre... ils croient en nous, puis ils investissent en nous, je dirais, depuis cette période-là, beaucoup. Là. Dernièrement, vous avez pris connaissance du dernier bilan migratoire interrégional. Ça ressemble à quoi au juste? Ça ressemble à un record pour notre région. Depuis 4 ans, donc, la Gaspésie a un sol migratoire positif, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui viennent s'établir que de gens qui quittent la région. On était la seule région ressource au Québec à avoir un sol migratoire positif là, durant toute cette période-là. Le Bas-Saint-Laurent s'est ajouté à nous cette année. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, en 2019-2020, les données sont avant la pandémie, là, pour que les gens comprennent bien. Ces données-là sont du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Donc, la pandémie on était un peu dedans, là, mais pas encore autant que l'année qui va venir. Puis je m'explique, c'est que, donc on a eu 2200 personnes qui sont venues s'établir dans la région cette année, puis environ 1500 qui l'ont quitté, ce qui fait un sol migratoire positif de plus presque 700 personnes. C'est un record absolu pour la région. Le meilleur résultat qu'on avait eu, c'était plus 200 quelques personnes. Et donc, on a triplé là, les résultats par rapport au record précédent. Et on est vraiment, vraiment heureux de ça, je vous dirais. Là. Sinon, ces très bonnes données-là ne tiennent pas encore en compte là, l'effet de la pandémie, l'effet du télétravail. Puis, je vous dirais que pour les données de l'année prochaine, déjà, on le sent sur le terrain, là, avec les places aux jeunes, les SANA, etc. La pandémie puis le télétravail, c'est des catalyseurs. Autrement dit, là, on l'a senti là, cet été, cet automne, encore aujourd'hui.
on a une augmentation de presque 50% des gens qui veulent venir s'établir, qui demandent un accompagnement. Ça bouge énormément à ce niveau-là. Au niveau des ventes de maisons, c'est des records, là. Les maisons se sont vendues comme jamais auparavant. Donc, on peut s'attendre à ce que ces résultats-là soient encore au moins égaux, sinon supérieurs l'année prochaine. Puis ce qui est intéressant de savoir, c'est que là, donc le sol migratoire de plus 700 personnes, c'est vraiment le record depuis que les données existent en 2000, au cours des 20 dernières années. Puis, l'autre élément intéressant, c'est que la population a augmenté entre 2019 et 2020. C'est quelque chose qu'on avait rarement vu aussi au cours des 20 dernières années, sinon jamais vu. Puis pour faire comprendre un peu à vos téléspectateurs, là, au début des années 2000, la région perdait environ entre 1200 puis 1400 personnes par année. C'était un village complet qui disparaissait. Donc, d'avoir une population qui a augmenté au cours de la dernière année, là, plus 200 quelques personnes, c'est extraordinaire pour nous autres, là. Le gouvernement du Canada a mis sur place plusieurs outils en rapport avec la COVID-19 afin d'aider la population. Voici un petit vidéo explicatif sur le développement d'un vaccin. De quelle façon crée-t-on des vaccins aujourd'hui? Et est-ce de cette façon que le vaccin contre la COVID-19 sera élaboré? La création de tout vaccin passe par 3 phases: exploratoire, préclinique et clinique. Pendant la phase exploratoire, les scientifiques effectuent de la recherche fondamentale en laboratoire afin de trouver des vaccins susceptibles de nous aider à développer une immunité contre une maladie avant d'y être exposé. Le 11 janvier 2020, le code génétique du virus de la COVID-19 a été publié. C'est ainsi que les scientifiques du monde entier tentent aujourd'hui de mettre au point plus de 150 vaccins, à l'aide des approches actuelles comme celles consistant à utiliser des virus ou parties de virus tués ou affaiblis, et des techniques plus récentes telles que la livraison de matériel génétique COVID directement dans les cellules hôtes. Durant la phase préclinique, les scientifiques réalisent des études en laboratoire et sur des animaux pour cerner les risques pour la santé avant de tester le vaccin sur des humains. Cette phase permet également d'en savoir plus sur la dose la plus sûre. Le parcours de beaucoup de vaccins potentiels s'arrête ici, mais ceux qui sont retenus passent à la phase clinique, durant laquelle ils sont testés pour la première fois sur des humains. Cette phase comprend 3 étapes. L'étape 1 consiste à tester l'innocuité du vaccin sur un petit nombre de volontaires et à confirmer qu'il provoque une réponse immunitaire. Une réponse immunitaire est le fait pour notre corps de reconnaître la présence d'un virus et d'autres substances potentiellement nuisibles et de se défendre. Les vaccins prometteurs passent ensuite à l'étape 2. Ils sont alors donnés à des centaines de participants, dont des groupes à risque. Le but de cette étape est de vérifier que le vaccin, selon les doses et les méthodes d'administration proposées, est sûr et d'évaluer de nouveau la réponse immunitaire. Dans l'étape 3, à laquelle participent des milliers de volontaires, les comparaisons sont faites entre des groupes qui ont reçu le vaccin et des groupes ne l'ayant pas reçu. Les études réalisées durant cette étape servent à obtenir des indications supplémentaires de l'efficacité du vaccin et de son innocuité. L'une des façons trouvées par les scientifiques de réduire le temps de développement d'un vaccin contre la COVID-19 est le recours à des modèles d'études qui rendent possible la fusion des étapes cliniques. Par exemple, grâce à de nouvelles approches qui permettent aux participants de l'étape 2 d'être inclus dans les essais à grande échelle de l'étape 3, les scientifiques ont pu accélérer la cadence et diminuer le nombre de personnes à recruter, et ce, sans prendre de raccourcis ou compromettre la sécurité. Les premiers essais cliniques d'un vaccin contre la COVID-19 sur des humains ont commencé en mars 2020. Depuis, des dizaines de milliers de volontaires ont été recrutés pour des études cliniques dans le monde entier. Santé Canada, qui est chargé de réglementer l'utilisation des vaccins au Canada, a autorisé des essais cliniques sur des vaccins contre la COVID-19. Avant d'approuver un nouveau vaccin, les experts de Santé Canada examinent attentivement toutes les données le concernant et accordent une attention toute particulière à sa sécurité. De nombreux vaccins vont être rejetés au cours de ce processus s'ils ne fonctionnent pas ou s'ils ne sont pas sécuritaires. C'est normal et c'est le but de toutes les étapes du développement et des essais cliniques. Seuls ceux dont l'innocuité, l'efficacité et la qualité sont prouvés seront approuvés au Canada. Un vaccin sécuritaire et efficace contre la COVID-19 nous rapprochera de la gestion généralisée et à long terme de cette pandémie. Pour plus de renseignements, visitez canada.ca/le coronavirus. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 31 janvier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!